Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Data et performance, du Big Data à la data raisonnée, de l'illusion à la réalité, organisé par Mazars avec Les Échos. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer cette rencontre parce que je pense que c'est le bon moment pour réfléchir à ce thème. Parce que nous sommes à un moment charnière. Nous pouvons espérer être après l'épidémie, mais nous sommes aussi après un emballement pour les questions sur les données, sur l'intelligence artificielle en entreprise. Ça a été très bien pour les médias, je dois le confesser. Ça nous a fait des très belles histoires excitantes à raconter. Ça a peut-être été un peu plus compliqué à gérer dans les entreprises, avec des expérimentations dans tous les sens, avec parfois des POC un peu toc. Et nous arrivons peut-être à un âge de la maturité, ou plutôt d'une première maturité, ou peut-être d'une illusion de maturité. C'est ce dont nous allons parler dans les heures qui viennent. Le but de ce webinaire, c'est vous apporter à vous qui travaillez d'une manière ou d'une autre la donnée en entreprise, des études, du partage d'expériences et des perspectives sur ce sujet. Et vous pouvez poser vos questions par les outils numériques que vous maîtrisez désormais parfaitement. Nos panélistes tenteront d'y répondre et j'aurai une petite tablette pour les lire. Nous allons commencer tout de suite par une enquête sur la pratique de la donnée. Il y a plus de 1000 responsables de top managers qui ont été interrogés dans plus de 20 pays. Des résultats pourront vous surprendre avec une maturité qui est peut-être plus relative qu'on a tendance à le croire. Et pour nous présenter cette étude, je demande à Nicolas Querel, qui est associé Mazars, responsable technologie et digital consulting, qui est au bureau de Lyon, je crois, de me rejoindre sur scène et de nous présenter cette étude. À vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette étude mondiale que nous avons réalisée en collaboration avec Data Galaxy, qui est une start-up qui travaille dans les domaines de la donnée. Alors, pourquoi cette étude ? On s'est rendu compte dans un grand nombre de projets que nous menions avec nos clients qu'un grand nombre d'entre eux ne réussissaient pas en raison d'une défaillance de gouvernance des données, en tout cas que celle-ci n'était pas nécessairement mise en place. Le sujet revient par ailleurs dans un grand nombre de discussions avec des dirigeants, c'est des raisons pour lesquelles les projets ne produisent pas les effets qui sont escomptés. Alors, cette étude, on a voulu faire le parallèle avec le sport, donc avec le triathlon, la natation, le cyclisme, et puis le relais 4 fois 100 mètres pour démontrer en fait comment, si on prend ce parallèle avec le sport, on peut avancer dans cette maturité vis-à-vis de la gouvernance des données. Alors, 2 éléments saillants qui ressortent de notre étude. Premièrement, c'est 82% des participants surestiment leur maturité. Comme on le disait précédemment, c'était un résultat qui est absolument qui est très intéressant parce que lorsque l'on parcourt l'étude un petit peu plus en détail, on se rend compte que c'est vraiment peut-être un excès de confiance de ces dirigeants. Et l'autre élément qui est excessivement important, c'est la maturité dans la gouvernance des données. C'est un élément qui est clé pour la croissance des organisations. Alors, si on revient très rapidement sur le panel et le profil des participants pour cette étude, on se rend compte, donc on a plus de 1000 participants sur 21 pays, avec une grande proportion en Europe et en Amérique du Nord, des grandes entreprises représentées, un grand nombre de secteurs d'activité, avec une prédominance des secteurs des télécoms et des services financiers, puisqu'ils sont excessivement consommateurs de données. C'est la même chose pour le retail. Et pour ce qui est du profil des participants, on a une bonne proportion, près de la moitié de top management, et puis l'autre moitié, elle est essentiellement représentée par des personnes qui interagissent avec de la donnée. Donc ce sont des CDO, ce sont des spécialistes côté business, et ce sont, pour certaines entreprises un petit peu plus petites et moins sophistiquées, des personnes de la DSI.
Alors, le premier élément, si on revient à la surestimation de ces organisations, si on fait encore une fois le parallèle avec les athlètes, en fait, ces athlètes ont tendance à relever de plus grands défis lorsqu'ils ont une plus forte confiance. En revanche, l'excès de confiance, en fait, dans un grand nombre de cas, on se retrouve à se heurter avec la réalité. Et ces risques deviennent de plus en plus prégnants. En particulier, lorsqu'on est trop confiant, on a un manque de préparation. On a des performances qui peuvent être réduites. Et puis, encore une fois, un clash avec la réalité. Donc, ce que l'on voit, c'est que donc 80% des organisations estiment qu'elles sont en avance par rapport à leurs concurrents. Et lorsque l'on vient dans les sociétés de plus grande taille, on se rend compte que 55% de ces leaders se considèrent encore plus en avance de manière plus significative par rapport à leurs concurrents. Et si on regarde d'un continent à l'autre, les Européens ont tendance à moins se surestimer. Donc 79% se surestiment être en avance. Donc on voit un petit peu des divergences de point de vue. Ensuite, quels sont les secteurs dans lesquels on voit le plus de confiance sont les secteurs financiers, les secteurs des télécoms, donc des secteurs qui sont souvent un peu plus en avance au niveau de la maturité de leur approche vis-à-vis des données. Et cette confiance, en général, elle se matérialise par la mise en place d'outils, en fait, qui donnent cette impression d'être en avance et d'être suffisamment avancé dans ce chemin vers la maturité des données. Et il arrive très régulièrement très souvent, de voir que, en définitive, c'est une fausse impression de maturité. Il manque un certain nombre d'éléments, et en particulier la gouvernance des données, qui est un petit peu le ciment de la maturité de la donnée. Alors, ensuite, est-ce que, encore une fois, ce parallèle avec la natation, est-ce qu'on est plutôt en tête ou en fin de peloton ou dans le peloton? En fait, être data-driven ou alors être orienté data, en fait, c'est la clé de la croissance. Ça permet d'améliorer l'efficacité. C'est un des leviers de l'amélioration de l'efficacité. Et lorsque l'on a interrogé ces dirigeants pour nous donner en fait ces principaux leviers lors des 10 prochaines années, on se rend compte que le big data est important, l'amélioration de l'efficacité, la recherche et développement, les nouveaux marchés. Et en fait, on se rend compte que l'élément sous-jacent, c'est la donnée. En fait, c'est un élément qui est primordial et prépondérant dans ce développement. Beaucoup de ces entreprises sont au début du parcours, donc ils sont encore dans les starting blocks ou alors ils sont au début du bassin. La plupart d'entre eux, de ces personnes qui sont au début du bassin, sont au niveau de la stratégie. Ça représente à peu près un tiers des participants qui sont à cette première étape. Et puis beaucoup d'entre eux voient ces éléments permettant en fait d'améliorer l'efficacité opérationnelle, l'efficacité de leur système d'information. 41% des personnes interrogées pensent que l'efficacité des SI aura un impact positif sur leur efficacité opérationnelle utilisant la donnée. L'utilisation du big data aussi, plus de 37%. Et puis enfin, l'élément qui est excessivement important et qui doit être mentionné, c'est les effectifs. En fait, tous ces éléments-là sont mis en place par des humains. Et donc 96%
des personnes qui ont répondu ont un département ou des personnes dédiées à la donnée. Ces fonctions sont un petit peu moins pointues lorsqu'on descend en taille dans les organisations. En particulier, on voit plus rarement des data stewards dans des sociétés qui sont moins matures. Donc, ce sont des éléments pour le départ, en fait, dans cette course, une bonne gouvernance qui permet de garantir des données exploitables. Et puis, pour arriver au fond du bassin, il y a un petit peu de temps et un certain nombre d'éléments sur le chemin. La data, c'est aussi un esprit d'équipe, c'est un projet d'entreprise. On ne peut pas réussir de projet et accroître la maturité de la donnée, de la gouvernance des données, sans avoir une culture de la data, un esprit d'équipe, comme dans le vélo. En fait, lorsque l'on avance lors d'une étape du Tour de France, eh bien, on le fait en équipe, et puis on a un leader, et puis on l'aide au fur et à mesure pour être le premier. Donc, pour être réellement efficace, il faut avoir des données centralisées et qui soient partagées au sein de l'entreprise. Donc 46% des personnes interrogées, en fait, répondent qu'elles ont des entrepôts ou une centralisation de les données qu'elles partagent avec leurs collaborateurs et personnes consommateurs de la donnée, alors que 19% uniquement pour des sociétés de plus petite taille. On se rend compte que en Amérique du Nord, en fait, la proportion est plus élevée que celle que l'on peut voir en Europe, puisque on a 36% des personnes interrogées en Amérique du Nord qui déclarent que les entreprises respectent les bonnes pratiques, et en particulier dans la centralisation et le partage des données. Une chose qui est encore une fois, je dirais, pas surprenante, les sociétés des services financiers sont en avance par rapport aux autres, et en particulier parce qu'elles suivent les bonnes pratiques auxquelles que je détaillerai un petit peu plus loin. Et enfin, lorsque l'on voit des organisations qui ne partagent pas qui ne partagent pas la donnée ou qui ne la centralisent pas, dans 60% des cas, plus de 60% des cas, en fait, c'est lié à l'absence de référentiel complet. En fait, on ne connaît pas nécessairement bien la donnée, et en fait, c'est excessivement compliqué pour la partager. Et enfin, lorsque l'on regarde les dirigeants et les personnes du middle management, on se rend compte que le top management a une culture de la donnée, la comprend dans sa globalité, alors que le middle management, qui serait le consommateur, ne la comprend pas nécessairement. Quels sont les éléments qui peuvent vous emmener au fond? Eh bien, c'est essentiellement issu de cette étude, la qualité de la donnée. En fait, on a un océan de data, des corrections qui doivent être faites plutôt en amont sur les données sources, et on se rend compte que dans un grand nombre de cas, ces modifications et ces corrections sont faites plutôt au niveau de l'utilisateur final. 80% des problèmes 80% des problèmes sur la qualité de la donnée ont un impact qui est excessivement significatif sur des projets autour de l'IA, du machine learning et d'autres projets autour de la donnée. Donc c'est primordial de s'assurer d'une bonne qualité de la donnée. Enfin, la maturité est la clé de la croissance. Donc, c'est
En fait, lorsque l'on regarde l'étude, on se rend compte que la maturité, en fait, elle est liée aux outils, au processus et en fait à cette intelligence collective. On a besoin d'un partage dans une organisation, on a besoin de cette centralisation de données, on a besoin du mapping des données, de la qualité, en fait, pour pouvoir déclencher en fait cette croissance. Enfin, pour terminer sur cette partie maturité, les programmes de gouvernance sont devenus excessivement importants pour la croissance de ces organisations. Donc très rapidement, pour finir, on a sorti de cette étude 7 axes de cette bonne pratique en fait pour accroître la croissance, pour accroître la maturité et générer de la croissance. Sont des concepts que j'ai mentionnés lors de cette présentation. Donc la cartographie, la qualité bien sûr, la manière dont on corrige ces problèmes de qualité, la centralisation, le partage et la culture autour de la donnée. Voilà. Vous pouvez télécharger cette étude en anglais et qui sera partagée en français, je pense, d'ici la fin de semaine. Je vous remercie et puis je passe le micro à nouveau à Jean-Marc. Bien, merci Nicolas. Vous pourrez poser vos questions à Nicolas en fin de session si vous en avez éventuellement. Et maintenant, nous avons un moment d'échange d'expérience avec 4 intervenants, des responsables de data dans des entreprises très différentes, industrie, télécom, finance, conseil, des entreprises qui sont dans le peloton de tête, et c'est pour ça que leurs représentants sont là, le peloton de tête, pour reprendre l'une des images de Nicolas. Et je leur demande de me rejoindre. Donc Isabelle Gomez Garcia de Soria, qui est Group Chief Data et Analytics Officer chez L'Oréal. Kevin Ledenic, qui est associé Data Strategy Governance, Quality Transformation chez Mazars. Rim Teraoui, qui est Group Chief Data Officer et Global ESG Risk Exécutif chez BNP Paribas. Et Alexis Trichet, qui est Vice President Strategy Data et Consumer Insight chez Orange, qui est en ligne parce qu'il est touché par un virus qui traîne en ce moment, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vais commencer donc avec vous, Isabelle Gomez. L'Oréal, on est dans l'industrie, mais c'est une entreprise qui est attentive et qui travaille la donnée depuis très longtemps. Et pourtant, vous avez tout repris il y a un an. Vous avez tout repris il y a un an pour aller plus vite, pour identifier des limites et parvenir à les dépasser avec de nouveaux chantiers. J'aimerais que vous commenciez par nous raconter ça. Oui, alors je ne sais pas si on a tout repris parce qu'en effet, la donnée existe chez L'Oréal depuis longtemps et on l'utilise. Et ce que nous avons fait, c'est prendre conscience de cette réalité, donc passer de l'illusion à la réalité. La réalité elle est plus belle que l'illusion. Il y a des infinités d'opportunités que la donnée offre chez L'Oréal. Et in fine, nous on se dit qu'est-ce qui nous limitera dans cette croissance de l'utilisation de la donnée. Et en fait, nous, ce qu'on sait, c'est pour nous, la réalité de la donnée, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère son usage et deuxième, qu'on les fasse à l'échelle. Donc, c'est vraiment les sujets at speed, at scale. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? On a mis en place, c'est tout d'abord l'accessibilité de la donnée. Il faut que nos données soient accessibles. Pour cela, il faut qu'on ait bien évidemment des plateformes, mais une plateforme ne suffit pas et il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir avoir des bons ingrédients, c'est le mot qu'on utilise nous. Donc on a mis en place les organisations de gouvernance nécessaires à récupérer ces données à la source, à la rendre disponible, temps réel pour les usages, et bien évidemment réfléchir et développer les organisations nécessaires, pas que dans la technologie, mais surtout dans les différents business, et sur quel profil et quel job qui n'existait pas aujourd'hui chez L'Oréal on doit créer et où on doit placer ses compétences dans l'organisation. Et bien sûr, tout cela avec des facteurs clés de succès pour nous qui sont
pas support, mais l'engagement de notre comité exécutif dans cette transformation data, point numéro un. Et deux, c'est que la donnée n'appartient pas à un chief data officer, la donnée appartient au business. Et c'est le business qui doit prendre conscience et se doter des compétences pour la gérer et surtout l'utiliser et générer de la valeur. Donc, à partir on voit bien l'ampleur du chantier. C'est un chantier qui touche toute l'entreprise, hein, vous l'avez souligné, c'est-à-dire que c'est aussi la production, c'est aussi le marketing. Absolument, voilà. la recherche, la finance, la totalité entreprise, hein, des cas d'utilisation qui vont dans tous les domaines et surtout dans la vision de rendre plus facile la vie à nos consommateurs. Et cette transformation, qui est au départ une transformation technologique, elle va au-delà maintenant. Dans cette nouvelle étape, c'est toute l'organisation qui est transformée. Absolument. Donc, il y va pour plusieurs raisons. Comme j'ai dit, il a fallu redéfinir les jobs, les rôles de la data. Hein. Et il a fallu identifier dans les cycles de vie de la donnée qu'est-ce qu'on a besoin pour la stratégiser, pour la gouverner et pour la rendre disponible dans les plateformes et pour l'utiliser dans les cas de use case ou dans les cadres d'une analytics avancée. À partir de là, on a décrit ces nouveaux jobs. On a aussi à l'identifier les personnes en entreprise, parce qu'encore une fois, la donnée était déjà là, hein, et on l'a utilisée. Donc, identifier les personnes qui travaillaient déjà sur la donnée, mais les placer dans les bons endroits, les animer, hein, créer les communautés qu'il faut. Et après, dans les zones, dans les pays, évaluer et la maturité et les éventuels gaps qu'il y en a en termes de compétences pour aller chercher les bons profils. Bien, merci. Alexis Trichet, donc là, avec vous, Alexis, on est chez Orange, dans les télécommunications. C'est un secteur où la donnée, évidemment, je dirais presque naturellement très abondante et facile à collecter. Vous la travaillez évidemment donc, depuis très longtemps. Pendant l'épidémie, il y a eu des nouveaux usages qui ont été faits par des organismes extérieurs qui ont permis, par exemple, de montrer, je crois que en 3 jours, enfin en une semaine, en mars 2020, il y a 400 ou 500 000 personnes qui ont quitté Paris. Et ça a été fait avec des données de télécom. Et donc c'est une donnée qui est extraordinairement riche. Et pourtant, malgré cette intimité avec la donnée qu'il y a dans les télécoms depuis très longtemps, vous avez décidé, vous aussi, d'accélérer depuis un an et demi. La vitesse est un terme très important dont on va reparler tout à l'heure. Et je voudrais aussi que vous commenciez par nous raconter ça. Absolument. Alors, c'était une idée toute simple qui venait de la patronne d'Orange France, hein, Fabienne Dulac, qui, je pense comme beaucoup de patrons, s'est dit bon, c'est pas parce qu'on entre dans cette crise du Covid qu'il faut qu'on se tourne les pouces, et donc on va chercher à sortir de tout ça par le haut, et donc on va chercher à accélérer sur la data et l'IA. Et donc, on s'est lancé depuis septembre 2020 dans un programme d'accélération sur ces sujets-là. Et j'ai envie de dire, on a mis un peu 3 ingrédients principaux dans ce programme. Un, puisque comme vous l'avez dit, on avait déjà des expérimentations, fait un certain nombre de choses dans différentes directions. Un, on a dit, on va faire un programme unique pour tout Orange France. Ça a été fondateur. Deux, on a dit, on va se donner des objectifs très clairs, mais des objectifs business. Donc, on s'est donné un challenge d'aller chercher 300 millions de valeur en 3 ans et 3 à 5 points de NPS. On est très, très, très obsédé par le NPS. Donc, on a voulu cadrer les choses et faire en sorte que ces use cases, ils travaillent contre des objectifs ambitieux qu'on s'était donnés. Et puis, troisième point, on s'est lancé dans un effort très important sur le socle technique pour mettre un socle technique au meilleur niveau. Donc, ça veut dire quoi? On a fait un partenariat avec Google. 2, on en a beaucoup parlé là, au début, on est en train de faire un gros effort de data management. On a déployé des data stewards et bref, on essaye de faire de mieux en mieux sur la qualité de la donnée. Et puis, on a cherché aussi à rationaliser tous nos socles parce que on en avait à plusieurs endroits et donc il était important qu'on puisse faciliter l'accès à la donnée. Donc avec ces 3 ingrédients,
on s'est lancé donc depuis, vous voyez, maintenant à peu près plus d'un an. Et on est assez content des résultats, mais c'est vrai que ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Comme souvent, on démarre en imaginant qu'on va être capable de faire des choses incroyables en 6 mois. Bon, c'est jamais exactement comme ça que ça se passe. Mais par contre, on a souvent tendance à sous-estimer ce qu'on finira par obtenir comme résultat en 3 ans. Et vous voyez, au bout d'un an, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. On surestime le court terme, on sous-estime le long terme avec des transformations. Donc, mais ça rejoint ce que vous disiez, Isabelle, hein, qui sont peut-être plus profondes que ce qui était anticipé au départ, et c'est intéressant. Comment ça s'est passé du côté des équipes? Comment ça a été pris, cette accélération, ce changement de rythme? Eh ben ça, c'est peut-être un enseignement aussi, là, après 1 an et demi, ou à peu près de programme, c'est que finalement, c'est plus facile de transformer quand on prend des grands ensembles et qu'on est capable de tirer, vous voyez, tout un écosystème autour d'objectifs assez mobilisateurs. Donc, typiquement, si je vous prends un exemple, on a une partie de la valeur qu'on va générer qui est liée à un changement profond qu'on fait sur la façon dont on personnalise et on recommande des produits à nos clients. Il y a plus de 200 personnes qui sont impactées. Et en fait, on sent bien que le fait qu'on ait pris tout un ensemble avec des objectifs business qui sont très clairs, qui sont challengeants, ben, sur le fond, c'est motivant. Et nous, le sentiment qu'on a, c'est que c'est souvent finalement plus facile de mettre en mouvement des grands ensembles que de toucher, vous voyez, l'entreprise à des petits endroits. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a vu. Et c'est tout simplement parce que, voilà, on retombe sur des choses assez classiques, mais quand les ambitions sont fortes et les défis importants, on trouve souvent beaucoup plus de motivation et d'envie d'y aller. Et on arrive comme ça à tirer des larges équipes. Enseignement classique, mais néanmoins précieux. Rim Terraoui, donc vous êtes à BNP Paribas, c'est une banque, c'est un autre secteur où la donnée abonde naturellement et où elle est traitée depuis très longtemps. Comme Isabelle, vous avez constaté les limites et vous avez essayé de les surmonter. Comme Alexis, vous constatez aussi le potentiel qui se dégage derrière. Et j'aimerais que vous nous disiez ça. Alors, vous m'entendez bien là? Non. Hop. Micro. Allô? Prendre l'autre micro peut-être. Merci. Alors effectivement, on est passé un peu par toutes ces étapes. On a une transformation data qui est engagée. Je voudrais peut-être témoigner sur la partie limite. Je pense qu'effectivement, on a un REX intéressant à partager. Globalement, on navigue dans un océan de data qui est absolument phénoménal et c'est pratiquement consubstantiel à l'activité financière. Le champ du possible apparaît sans limite, mais en réalité, il y a des limites et c'est très important pour le succès d'une stratégie data d'en avoir pleinement conscience. Elles sont de 3 natures. La première est vraiment d'ordre éthique. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec les données et notamment avec les données de nos clients. Donc c'est extrêmement important. Ce n'est pas juste un sujet de conformité réglementaire, c'est vraiment un sujet de valeur et de code de conduite. La deuxième est technique. On a beaucoup évoqué le sujet du big data ce matin. Je pense que beaucoup de gens commencent à revenir un peu du mirage du big data, comprennent que c'est compliqué, que ça coûte cher, que des fois, ce n'est pas tellement une question de volumétrie et d'accumulation d'un océan de données au ROI relativement incertain, mais davantage un sujet de s'assurer qu'on a les données pertinentes pour les cas d'usage importants au ROI certain. Donc, c'est très, très important d'avoir conscience à la fois de ces limites éthiques, de ces limites techniques, et par conséquent d'avoir une stratégie de minimalisation raisonnable de la data et une hygiène rigoureuse qui ressentent vraiment les efforts de gouvernance, et on a beaucoup parlé encore une fois de gouvernance ce matin, sur les données pertinentes pour les cas d'usage avérés.
Et enfin, il y a des limites qui sont tout simplement humaines. On sait que la relation entre la volumétrie et la valeur de l'information et donc de la data, c'est une courbe descendante. Au bout d'un moment, les rendements deviennent décroissants, tout simplement parce qu'il y a une limite à ce que les utilisateurs peuvent absorber, assimiler et processer en termes d'information. Et de la même façon, il y a une limite au niveau de transparence et d'explicabilité qu'on peut avoir sur un algorithme d'IA si on continue de simplement injecter des volumétries phénoménales de données. Voilà. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre volume, valeur et usage responsable de la donnée. Alors on reviendra peut-être sur l'éthique en fin de session si on a le temps, mais sur la question de cette courbe volume-valeur, comment est-ce que vous faites pour vous arrêter en haut de la cloche? Alors, en fait, de toutes les façons, il faut toujours, et je pense que ça a été répété, partir des usages. Donc, c'est ça qui doit vraiment tirer l'ensemble des efforts qui sont déployés. Et pour les usages, c'est très important de se poser la question de façon très, très structurée de quelles sont les données pertinentes pour ces usages. Et il faut bien comprendre que derrière, ça va tirer quand même des investissements en termes de mise en qualité, en termes de gouvernance de ces données-là. Ce n'est pas du tout gratuit. Quelque part, ça nous oblige assez automatiquement à être sélectifs et à être très focus en fait sur le déploiement des efforts. Voilà. Ensuite, il faut toujours vraiment garder les utilisateurs au centre de la démarche et avoir ce feedback loop avec eux permet aussi de doser les efforts et de s'assurer qu'on se situe au bon endroit de la cloche. Merci Kevin. Donc vous avez une vision plus transversale, vous êtes associé stratégie data chez Mazars. On a vu 3 exemples d'ajustement de trajectoire. Vous en avez vu d'autres. C'est pas fini parce que les technologies progressent très vite et aussi la conscience de ce qu'on peut, ce qu'on doit en faire aussi. Quelle grande priorité pour avancer? Quels sont les grands axes qui permettent de maintenant, dans cette première maturité plus ou moins illusoire, qui permettent de vraiment réussir? Alors, vous m'entendez bien? Oui. Ça a l'air de fonctionner. Alors, j'aimerais juste commencer par le pourquoi. Effectivement, qu'est-ce qu'on cible? Et ensuite discuter effectivement du niveau de maturité et comment prendre les choses par le bon bout. Maintenant qu'on a un peu de recul et que des entreprises comme celles qui sont avec nous aujourd'hui ont pris du recul, ont testé des choses, ont appris, ont tourné autour des sujets, ont fait parfois des erreurs, et nous permettent aujourd'hui d'avoir du coup des REX. Je tiens quand même à préciser que honnêtement, je considère que le rôle que vous avez, le rôle qu'ont mes collègues là autour de la table, est extrêmement compliqué, puisque finalement, quand ils l'ont pris, on avait très peu de recul sur ce qui se passait, sur ce qu'il fallait faire, sur ce qui étaient les bonnes pratiques. On a effectivement des technologies qui ont évolué très vite, et il y avait effectivement des attentes extrêmement fortes. Donc, voilà, je pense que vous avez un métier plus difficile que le mien, vraiment, clairement. Et c'est important de le souligner quand même. C'était vraiment pas facile, la situation n'était pas facile. Maintenant, on a un peu plus de recul et effectivement, je pense que les choses vont être faites plus efficacement et les attentes vont être positionnées au bon endroit. Si on se pose la question de ce pourquoi on fait tout ça, finalement, effectivement, vous l'avez dit, l'idée c'est de démocratiser la donnée. Donc, si on schématise, si on simplifie, c'est d'avoir quelque part une marketplace qui soit effectivement plus ou moins centralisée, dans laquelle les collaborateurs de l'entreprise vont pouvoir accéder à des données. Donc il y a ce sujet d'accès. Tous les gens qui ont déjà travaillé sur des sujets data savent que le premier problème qu'on a, c'est toujours l'accessibilité de la donnée. Il y en a parfois des projets qui sont censés démarrer à un instant T, qui vont démarrer 6 mois plus tard, tout simplement parce qu'il nous a fallu accéder à cette donnée. Le deuxième sujet qu'on a toujours, il est de deux natures. C'est est-ce que j'ai des gens qui, dans l'entreprise ou à l'extérieur, comprennent ces données et les maîtrisent, donc sont capables de les définir, de faire en sorte qu'on partage un vocabulaire commun, que tous les gens qui vont participer à ce projet comprennent de quoi on parle et soient capables finalement de séparer le bon grain de l'ivraie, de comprendre les cas spécifiques, de prendre du recul sur les processus métiers qu'il y a derrière ou des cas spécifiques qu'on aura traités, ce qui rend les métiers et finalement les projets data beaucoup plus compliqués que ce qu'on avait imaginé au début. Et on a un sujet toujours au niveau de la qualité des données. Ça, c'est le deuxième problème, le deuxième très gros problème qu'on a, c'est cette gouvernance, cette qualité. Les données ont été historiquement produites, créées pour des besoins transactionnels. Et là, on se retrouve à les utiliser pour d'autres types de besoins, des besoins plutôt décisionnels. Et on a très souvent
des surprises, très souvent. Et donc, alors peut-être que finalement dans cette illusion, il y a un peu de ça. Il y a un peu de... J'ai oublié que finalement, quand je pensais que mon projet allait prendre 6 mois, j'avais des besoins technologiques, j'avais effectivement besoin de mettre des gens autour de la table qui connaissaient mes données. Et peut-être que très souvent, on a sous-estimé l'impact de certains challenges, comme celui de la qualité des données. Et depuis un an et demi, c'est vrai qu'on a énormément de nos clients qui reviennent vers nous et qui nous challenge, disons, sur les méthodologies, nous attendent finalement, en notre qualité de conseil, sur comment faire en sorte de ne pas reproduire d'effets déceptifs qu'on a pu connaître 1 an, 2 ans, 3 ans avant pour ceux qui avaient démarré tôt. Si on refait un peu l'historique, la data c'est quoi? Il y a 10-15 ans, c'était des systèmes transactionnels, des systèmes off record. La BI est arrivée. Donc de nouvelles technologies qui permettaient de faire du reporting standard un peu fixe. Très loin du reporting dynamique qu'on a aujourd'hui. On a des entrepôts de données qui ont fleuri un peu partout. Et en général, il y en avait un par entité. Donc des données très silotées. Puis on est allé vers des entrepôts de données centralisés au niveau de l'entreprise. Et là, on s'est aperçu qu'on avait des données qui finalement étaient communes à certaines entités. Et là, on a commencé à entrer dans des problèmes de gouvernance parce qu'effectivement, on ne les utilisait pas de la même manière, on ne les définissait pas de la même manière. Donc on a découvert des choses. On a la technologie finalement qui a fait d'énormes progrès. On a effectivement le big data qui est arrivé. On a l'IA qui a commencé à boomer. Alors l'IA, bon, l'IA c'est plein de choses. Hein. Mais voilà, bon, bref, disons, pour simplifier l'IA, qui est arrivé aussi. Les early adopters sur ces nouvelles technologies ou ces nouvelles pratiques algorithmiques ou autres ont fait des tests. Il y a eu énormément de POC, d'expérimentation, qui ont permis à ces organisations de maturer. Donc effectivement, il y a peut-être eu un effet déceptif, parce qu'on s'est peut-être imaginé qu'on pourrait aller très vite, qu'on obtiendrait très vite des réponses. On en a obtenu certaines. Il y a des sujets sur lesquels on a pu très rapidement avoir un ROI, d'autres sur lesquels c'était un peu plus compliqué, parce que le besoin en termes de données était plus grand. Pour arriver à répondre à la question, bah, effectivement, il fallait aller chercher d'autres sources qu'on n'avait pas encore, ou qu'on avait ces fameux problèmes de qualité, voilà. Mais ce qui est très important, c'est que dans cette période, finalement, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a à la fois vu se développer le self-service dans les métiers, donc la donnée plus accessible aux métiers, qui du coup s'est rendu compte qu'effectivement, bah, il y avait voilà, ces fameux trous dans les problèmes de qualité. On a des outils qui sont arrivés, qui ont permis de faire un peu de préparation de données ou de visualisation quand on n'avait pas forcément des profils très techniques. Donc il y a eu beaucoup de choses en même temps. L'IT qui a dû découvrir de nouvelles technologies et qui devait tenir le rythme, avec donc des fonctions d'innovation qui étaient concrètement sous l'eau, côté IT. Et côté métier, des besoins de plus en plus forts, d'autant plus forts que du coup, ils pouvaient eux-mêmes accéder, faire des choses. Et donc il a fallu à la fois réussir à gérer la libération de cette donnée, ces débuts de démocratisation, tout en faisant en sorte de garder quand même un cadre, de garder des standards et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit le plus rationnel possible, notamment d'un point de vue coût. On a vu se démultiplier les solutions parfois concurrentes au sein d'une même entreprise, chaque entité qui faisait ses tests. Alors, on se rend compte que finalement, la plupart des grosses organisations ont fait le choix effectivement de libérer ça et en viennent aujourd'hui à finalement cette rationalisation. On a eu effectivement une ouverture à de nouvelles technologies, énormément d'expérimentation, et on est dans une phase aujourd'hui où vraiment depuis 1 an, effectivement, on est dans ce at scale. On est dans l'industrialisation. On est dans la rationalisation de la manière dont on va gouverner cette donnée. On est dans la capitalisation de tout ce qui est fait. Et donc la question que nous posent tous nos clients, c'est comment aujourd'hui, fort de ces expériences passées que j'ai eues, ou fort des expériences passées qu'ont eu d'autres concurrents ou organisations, pour ceux qui sont partis plus tard sur ces sujets, pour ceux qui sont le moins matures, c'est comment aujourd'hui je me lance sur ces sujets-là. Et nous, notre réponse, elle est claire. C'est un triptyque. J'ai un cas d'usage qui fait que du coup, j'ai donc une question à laquelle je souhaite répondre. J'ai des gens qui ont envie de répondre à cette question. Je sais pourquoi je vais travailler sur la data. Je sais pourquoi je vais faire tout ça. Pourquoi je vais y passer du temps. Pourquoi ça va me coûter de l'argent. Donc j'ai ce cas d'usage qui est fondamental, qui est au centre.
Et à côté, j'ai deux choses. J'ai cette gouvernance, cette mise en qualité des données, et j'ai une architecture data moderne qui va me permettre d'être efficace dans la manière dont je fais les choses. Et vraiment, depuis un an, 90% des sujets sur lesquels nous, en tant que finalement prestataire externe, conseil, on intervient, c'est sur ce triptyque. Je ne traite plus un seul projet sans systématiquement couvrir ces trois sujets. Et quand l'entreprise, quand l'organisation, quand c'est la première fois qu'on le fait avec eux, finalement, on a un cas d'usage qui est très clair, qui est finalement avec un périmètre relativement limité pour prouver que ça peut fonctionner. On a ce sujet de gouvernance sur lequel finalement on fait à la fois la structuration, on pose un cadre de gouvernance, mais en même temps on l'opérationnalise tout de suite, parce que l'idée c'est pas non plus de perdre du temps, c'est de tester tout de suite ce qui peut marcher, pas marcher, et prendre du recul aussi, ce qui est hyper important, ce qui est très très important sur les sujets de gouvernance de données, c'est que vous n'avez pas une réalité. Il y a des bonnes pratiques certes, il y a quelques messages importants et des choses qu'on va retrouver partout, mais ce qui est hyper important, c'est qu'on a surtout des êtres humains face à nous, qui appartiennent à l'organisation, qui ont un niveau de connaissance de ces données ou pas. Et ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les gens dans l'organisation qui connaissent ces données, qu'ils soient côté IT, côté métier, peu importe. L'important, ça va être de mettre de l'huile dans tout ça, pour faire en sorte qu'à un moment donné, on ait des gens qui maîtrisent. Et à la fin, vous avez un sujet d'architecture sur lequel, là, vous allez avoir un gros sujet de rationalisation d'efficacité, et faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Alors, on a un triangle, hein, métier, système d'information, data. Pour accélérer dans ces changements, d'où doit venir l'impulsion? Est-ce qu'elle doit venir du métier? Alors, je pense que... Très rapidement. La question est pour moi, du coup? Oui. Ok. Alors, je la poserai ensuite. Alors, j'ai vu tous les cas de figure. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait un niveau de sponsorship élevé, qu'on ait une question métier clairement définie, donc une cible claire, et qu'ensuite, on se dote des moyens de faire en sorte que les gens, peu importe qu'ils soient côté métier ou en train de s'occuper des systèmes sources, que les gens qui connaissent ces données, qui sont capables de prendre du recul sur ces données, soient disponibles par rapport à l'ensemble des sujets qu'ils ont déjà à traiter dans leur journée. Le gros sujet, c'est ça, c'est qui connaît ces données, qui peut participer, donc qui on va faire en sorte de libérer pour qu'ils participent au projet. Elle est là la question. Enfin, il est là le sujet. Il y a une question pour vous, Rim, autour du même thème, qui est quels sont les enjeux business data? On parle trop souvent d'enjeux SI data, mais valoriser les data, n'est-ce pas répondre avant tout à des besoins métiers? C'est la même question. Oui, absolument. Alors, nous, on peut quelque part catégoriser un peu nos cas d'usage data / IA en un triptyque, pour reprendre le terme de Kevin, qui va tourner autour de l'efficacité opérationnelle et notamment l'efficacité de nos workflows, de la création de valeur, en particulier pour le client, et ça embarque toutes les problématiques d'expérience client. Et puis, troisièmement, de gestion des risques. Donc, en fait, c'est vraiment cet écosystème, quelque part, qui va driver tous les efforts de transformation data et les investissements qui les sous-tendent. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement métier, mais pas que, parce que la gestion des risques, c'est vraiment l'affaire de tous, les fonctions, les métiers, l'état-major de la banque, l'efficacité opérationnelle également. Donc, je pense que c'est une impulsion un peu multiple, hein, pour reprendre les termes de Kevin, avec certains aspects qui vont plutôt être très régaliens. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une industrie extrêmement régulée, des aspects qui vont être très orientés efficacité opérationnelle, parce qu'on a des vrais enjeux d'industrialisation, et enfin des aspects qui vont beaucoup plus être orientés top line. Alors vous avez parlé les uns et les autres de cas d'usage. Je voudrais maintenant qu'on soit un peu concret. Une question qui est: quels sont les cas d'usage qui ont donné un ROI rapidement? Vous voyez bien la thématique. Je vais commencer peut-être par vous, Alexis. Vous, votre hôte déborde d'exemples très concrets sur les questions d'infrastructure. J'aimerais que vous nous donniez un ou deux exemples où le traitement de la data vous a permis d'avancer, peut-être d'avoir un ROI rapidement ou non. Absolument. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple qui est plutôt un exemple sur lequel on s'était donné un objectif d'augmentation du revenu, donc autour de la personnalisation et de la recommandation. Alors, vous savez, c'est des choses très simples, hein. C'est pour ça, ça fait écho un peu à ce qu'on évoquait. C'est pas non plus forcément des utilisations de
de données absolument à l'infini. Et c'est aussi la mise en œuvre de choses très pratico-pratiques. Donc, typiquement, le cas que je voulais évoquer, c'est vous arrivez sur l'application Orange et Moi ou vous arrivez sur le site Orange et Moi. On sait que vous êtes dans la période où vous allez renouveler votre terminal. On va décider donc au lieu de vous mettre la liste des top ventes des terminaux qui sont vendus sur le site à un moment donné, eh ben, de tenir compte des informations qu'on a sur vous, alors dans le respect des droits que vous nous avez donnés, et de vous mettre une liste qui correspond plus à ce qu'on a compris être voilà, les marques que vous préférez, le nombre de gigas dont vous avez besoin. Et donc, on va voilà, tout simplement changer la liste des top ventes par une liste spécifique qui est celle qu'on a besoin de mettre en face de Jean-Marc ou d'Alexis. Et donc voilà, premier cas. Donc ça en plus, on peut raffiner, on peut optimiser. Donc ça, c'est déjà en œuvre et puis ça produit des effets. Alors, ça produit jamais des effets qui sont de l'ordre de 20%. Hein. Les pourcentages d'optimisation sur lesquels on arrive, c'est toujours entre 3 et 5%. Mais c'est là qu'en fait ça se joue. Et puis, compte tenu des volumes de clients et de la masse d'interaction qu'on a, effectivement, ça finit par faire des gros chiffres. Donc ça, c'était un premier cas. Un deuxième cas sur les coûts qui n'a rien à voir, c'est évidemment où tout le monde est fan de la fibre en ce moment et veut s'équiper. Ça nécessite le fait qu'on envoie des techniciens qui vont aller des points de mutualisation qui sont dans les rues ou au pied des immeubles, tirer la fibre jusqu'à votre domicile. Et donc, il y a beaucoup de techniciens de différentes entreprises qui peuvent intervenir sur ces points de mutualisation, ces armoires dans lesquelles vous avez la fibre qui arrive pour être ensuite distribuée dans les immeubles et dans les maisons. Bon, c'est très important d'avoir une vue très précise sur finalement quel est l'état du point de mutualisation, quelle prise est disponible, quelle prise est occupée, par qui. Et ça paraît, ça paraît simple, mais comme il y a beaucoup de gens qui interviennent, il faut avoir une vision parfaite de ce qui se passe dans le point de mutualisation. Et là, typiquement, un cas d'usage qu'on est en train de déployer. Juste dans ce point de mutualisation, c'est compliqué parce que les différents opérateurs interviennent. Et ils peuvent chacun Absolument, ouvrir l'armoire et brancher ou débrancher, et parfois l'un au détriment de l'autre. Exactement. Et donc, avoir une vue parfaite de la place qui reste, qui est où, c'est critique. Et malheureusement, on peut avoir des dérives entre les informations qui sont dans le système d'information et puis la réalité. Et donc, on est en train de déployer quelque chose qui est tout simple, mais qui est mettre dans les mains des techniciens la capacité à photographier le point de mutualisation, ensuite à interpréter les images et à mettre à jour en conséquence le système d'information, en plus de se permettre, grâce à ça, de vérifier en fait le travail qu'a fait le technicien. Donc ça permet d'être de la qualité, énormément de qualité dans le système, et ça a des effets après sur les coûts. Donc voilà deux exemples très concrets de ce qu'on est en train de faire, et ça me permet de rebondir sur le triptyque là, qui est exactement, qui est très similaire à la façon dont on a structuré le programme. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'avancer contre un objectif clair. C'est ça qui donne des capacités à faire des use cases efficaces parce qu'on sait ce qu'on va chercher. Merci. Donc, à vous, Rim, de nous donner un use case qui est un tout petit peu différent, je crois. Alors, ceci dit, on a quand même les mêmes use cases, parce que l'optimisation des campagnes marketing, évidemment, c'est un grand classique et c'est un ROI complètement immédiat. Dans le registre de la gestion des risques, tout ce qui va être, par exemple, autour de la lutte contre la fraude, c'est aussi des choses à ROI très immédiat, parce que non seulement ça permet de l'identification, mais aussi la réduction drastique des faux positifs, et ça, c'est très efficace. C'est que c'est important, oui. Voilà. Ensuite, sur peut-être des cas d'usage un peu plus originaux, nous, on est très, très attachés à insérer, par exemple, les facteurs environnementaux et sociaux dans tous nos processus de décision. Donc, on a beaucoup investi dans toute la chaîne d'acquisition, de traitement, de distribution de la donnée ESG
au sein du groupe. Qui était une information que vous n'aviez pas. Vous avez beaucoup d'informations dans votre maison, mais celle-ci, il a fallu parfois aller la chercher à l'extérieur. C'était extrêmement nouveau et c'est un vrai changement de paradigme parce que quelque part, ce qu'on souhaite atteindre derrière ce cas d'usage, c'est de transposer toute l'expertise historique de la banque dans la gestion économique, donc au sens financier, à la gestion extra-financière. Donc c'est vraiment un enjeu de transformation majeure pour nous. Mais ensuite, on a aussi des cas d'usage, j'ai envie de dire, très simples, qui sont des quick wins absolument fantastiques. Et notamment notre direction des ressources humaines qui a complètement empoweré les collaborateurs sur leurs données. Donc, en fait, les collaborateurs aujourd'hui peuvent contribuer, corriger, updater leurs propres données, y compris, par exemple, leurs compétences pour fluidifier les processus de mobilité. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très simples et qui sont, en fait, très impactantes. Des leviers très puissants. Isabelle, à vous de nous raconter un ou deux use cases. On va retrouver peut-être un point commun avec ce que nous a raconté Alexis sur la personnalisation. Oui. Parce qu'en effet, pareil, on a des use cases dans tous les métiers de l'entreprise, et que ce soit la supply chain, ça peut être la finance, ça peut être les RH. Mais en fait, si on revient à ce que nous sommes, L'Oréal, nous sommes des créateurs de beauté. Et nous sommes des créateurs de beauté, c'est une beauté qui est inclusive et respectueuse de l'environnement. Et dans ces cas-là, la personnalisation, elle est très importante pour adresser les besoins et des milliards de consommateurs de produits de beauté dans le monde. Donc nous utilisons nos algorithmes, nos compétences data dans le développement de solutions technologiques, des diagnostics, et qui permet que depuis votre téléphone, vous pourriez avoir un diagnostic des éléments d'élasticité, d'éclat de la peau, qui vous permet déjà de mieux connaître les caractéristiques de votre peau, et à nous permet de mieux vous prescrire, vous proposer les produits et qui s'adaptent plus à votre peau dans un instant donné. Et c'est très important, encore une fois, dans le fait de prendre en compte les millions de particularités qu'on a tous dans notre peau. Et on utilise aussi la donnée pour améliorer les cycles, les loops, les boucles entrées entre ce que les consommateurs pensent de nos produits. Et puis l'autre bout de la chaîne, c'est nos chercheurs et ceux qui créent nos produits. Et donc on analyse tous les ratings and reviews, on analyse les commentaires de nos consommateurs, et on fait arriver ça rapidement, et on analyse en sorte de voir comment on peut améliorer les ingrédients, les composants de nos produits, pour répondre aux commentaires, aux ratings que nos consommateurs nous sont donnés. Alors il y a une question qui m'arrive par rapport à quelque chose qui a affleuré dans plusieurs interventions, mais elle vous est posée, Isabelle, et donc vous la posez, c'est quels sont les profils et les compétences des nouveaux jobs que vous avez créés autour de la data? Alors, il y a deux types. Il y a des jobs qui existaient déjà et dans lesquels on est allé peut-être les internaliser, les maîtriser, parce que ce qui est important aussi, peut-être on n'a pas insisté, c'est que pour une entreprise, maîtriser la data est important, et peut-être sur certaines de ces compétences, on en avait trop laissé des partenaires ou des sous-traitants maîtriser ces compétences. Donc il y a des compétences qu'on a souhaité maîtriser plus, et beaucoup, notamment autour de l'ingénierie de la data. Donc une internalisation très forte des profils techniques. Et on a aussi clarifié les positionnements et les travaux d'un data scientist par rapport à un data analyst et par rapport à un BI analyst. Et donc d'un point de vue business, on va aller chercher de plus en plus des profils des data analysts, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de répondre à des problématiques métiers en analysant la donnée. Et au milieu de cela, on a créé des nouveaux jobs qui n'existaient pas.
les personnes qui vont travailler sur l'accessibilité de la donnée, que nous on appelait data product owners. Donc c'est des gens qui évoluent dans les business, mais qui prennent les besoins des usages de la data et qui vont aller définir comment ces données, où qu'elles s'en trouvent, on va la modéliser et créer des datasets qui vont être réutilisables par la totalité des use cases. Donc ce type de job data product owner, data quality lead, on l'a formalisé, on a recruté beaucoup et dans les différents pays, on met en place ces jobs de gouvernance qui n'existaient pas avant et des rôles qui étaient un peu existants mais dans l'ombre, on les sort de l'ombre, on les anime et on les donne du sens. Évidemment, tout un travail de ressources humaines qui est absolument essentiel dans cette transformation. Je ne vous donne pas la parole, Rim, là-dessus, parce que je sais que vous pourriez tenir 1 heure. Kevin, on a entendu des différents use cases dans différents secteurs. On voit bien qu'on a un rôle absolument central de la qualité de la donnée, sur laquelle dont vous avez déjà parlé, qui apparaissait aussi dans l'étude que nous a présentée Nicolas. Il y a aussi une question sur le sujet, quels sont les prérequis pour sécuriser l'utilisation de la donnée. Comment est-ce que vous... Voilà, quels sont les points clés sur cette qualité de la donnée, au-delà de ce que vous nous avez déjà dit? J'ai l'impression qu'on en revient au triptyque de tout à l'heure. Vous avez besoin de gens qui ont des compétences, qui ont le temps alloué au sujet. Vous avez besoin de compétences techniques. Et vous avez besoin du coup d'un sponsorship fort et d'une compréhension de l'organisation de la manière dont fonctionne un projet data. Les projets data sont un peu différents des projets de delivery transactionnel qu'on connaissait avant. En fait, vous allez découvrir des choses à mesure que vous avancez. Déjà, vous avez le métier qui va maturer petit à petit. Vous allez trouver des résultats et vous allez essayer de les interpréter. Puis vous allez essayer d'enrichir vos données parce que vous allez trouver des choses intéressantes potentiellement à aller chercher plus loin. Et puis, vous allez avoir ces fameux problèmes de qualité que vous ne connaissez pas au départ. Il y a très peu de gens qui aujourd'hui sont capables de dire quel est l'ensemble des problèmes de qualité qu'ils ont sur un jeu de données particulier. Donc ça, vous allez le découvrir. Vous allez devoir harmoniser des données qui viennent de plusieurs systèmes sources. Donc c'est pareil, ces transformations qui vous permettent d'harmoniser la donnée, au début, vous ne les connaissez pas. Et donc ce qui est important pour ne pas qu'on ait aussi cet effet déceptif, c'est aussi qu'on prenne le bon niveau de contingence, qu'on arrive globalement à se mettre d'accord, métier, IT, data, peu importe, tous ensemble, tous les gens qui vont participer au projet, à identifier les zones d'ombre qu'on a finalement au démarrage et à se mettre d'accord sur la contingence qu'on va prendre pour que d'un point de vue aussi planning et budget, on fasse en sorte d'être un maximum réaliste. Et ça, c'est important. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des zones, il y a des données sur lesquelles on sait qu'on n'aura personne. On n'a personne qui les connaît parce qu'il y a eu du turnover. Et puis, on sait qu'il y a des données qui sont plus difficiles d'accès. Et puis, on sait qu'il y a des données qui ne seront pas du tout en qualité parce qu'en fait, on n'a jamais utilisé ces données même pour quoi que ce soit parfois. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui nécessitent de prendre de la contingence et qui me paraissent être des prérequis au lancement d'un projet pour faire en sorte qu'à la fin, ça se passe sereinement, qu'on n'ait pas de surprise ou de frustration d'un côté ou de l'autre. Je pense que la qualité et la sécurité de la data doit être la chose, et ça va l'être la chose la plus importante de celui qui la consomme, qui sont les business. Et de la même façon que nous, consommateurs, on n'accepte pas dans nos assiettes des ingrédients, des choses que l'on ne sait pas d'où viennent et dont on ne connaît pas la qualité, c'est exactement la même chose. C'est nos business qui en fait, doit être, nous challenge de plus en plus de dire, ils exigent et savoir d'où viennent ces données, et s'il est de bonne qualité, etc., etc. Donc je pense que c'est les consommateurs de la donnée qui vont décider de plus en plus et qui vont nous aider. Au début, c'est un peu tape-dedans, on les explique qu'il faut de la donnée, des bonnes données pour faire des bons usages. Et après, c'est eux qui vont nous dire, en effet, et plus la donnée est de qualité, mieux j'arrive à délivrer de la valeur. Rim, sur la question de la sécurisation des données, c'est évidemment une obsession, dans la finance peut-être encore plus qu'ailleurs. Absolument, oui. J'allais ajouter que, pour moi, pour poser les bonnes conditions d'une utilisation sécurisée de la donnée, il faut que la donnée soit gouvernée donc en qualité
définie, bien sûr. Il faut aussi qu'on organise l'accès physique, entre guillemets, en respectant son intégrité et en s'assurant qu'en faisant ça, on évite de la perdre, on évite qu'elle prolifère, on est clair sur les purges qu'il faut peut-être mettre en place après l'utilisation. Donc il y a vraiment tout un aspect intégrité et sécurisation au sens physique pour l'accès et l'utilisation. Et j'ajouterais, il y a aussi quelques peut-être prérequis à vérifier. D'abord, est-ce que le cas d'usage justifie l'accès à cette donnée? Est-ce que le cas d'usage est cohérent avec, par exemple, ce qu'on a déclaré comme intention au client en termes d'utilisation de sa donnée? Est-ce que ça nécessite son consentement éclairé? Donc, il y a quand même aussi une dimension éthique par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment, enfin je ne vais pas encore dire triptyque, mais si quand même, hein, il y a des problématiques qui relèvent de l'éthique, de la gestion des risques et potentiellement de la conformité. Et nous, on a aussi quand même énormément de sujets autour du secret bancaire. On ne peut pas partager les données n'importe comment. Il y a des sujets sur les cross-borders. On ne peut pas sortir les données de l'Union européenne n'importe comment. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, le volet de la gouvernance de la donnée. Et troisièmement, le volet de vraiment s'assurer de la sécurité et de l'intégrité physique de la donnée. Alexis, sur les questions d'éthique, est-ce que l'accélération que vous avez décrite chez Orange, ça vous a amené à vous poser de nouvelles questions ou peut-être de vous poser davantage des questions que vous posiez déjà auparavant? Oui, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on s'est lancé dans cette accélération, en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait pas le faire sans être impeccable sur le plan éthique. Donc ça fait tout à fait écho à ce qui vient d'être dit. Et donc, de manière très pragmatique, typiquement, si je vous donne quelques exemples, on repasse systématiquement sur les variables qu'on utilise pour construire nos scores et on se demande est-ce que vraiment on serait capable d'expliquer aux gens, un peu dans l'esprit de ce qu'on évoquait, que oui, on est en train d'utiliser ces données pour calculer des scores, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à les éliminer? Donc ça, on a fait ce travail-là, effectivement, et on a éliminé des données. On fait aussi maintenant de manière systématique le contrôle sur les biais. Donc on vérifie si les algorithmes ne sont pas biaisés. Bon, typiquement, voilà, on a des scores, par exemple, pour vendre les bouquets sportifs. On voulait quand même vérifier que les femmes étaient elles-mêmes pas exclues du score pour des raisons voilà, du fait qu'il y a quand même plus d'hommes qui sont fans de notre sport que de femmes. Mais est-ce que notre algorithme, il était capable de faire remonter aussi quand même des propositions à des femmes? On a vérifié ça. Et donc c'est vrai qu'on se dit, et je pense que c'est un peu la responsabilité on va dire, de tous les acteurs qui sont actifs et qui sont avec ces sujets dans les mains, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas des boîtes noires et que ce soit fait à l'économie de variables dans le respect des consentements et en étant très attentif à la façon dont ces algorithmes, en tout cas, on va dire, produisent de la décision, quoi. En fait, nous, notre principe, c'est qu'il faut que ce soit explicable, comme disait l'autre, à un enfant de 5 ans, quoi. Ça met évidemment la barrière très haut ou très bas. Sur cette revue des algorithmes, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises? Pas des mauvaises surprises, mais comme on n'était pas tout à fait avec, enfin en tout cas avec un niveau d'exigence qui était inférieur à celui qu'on se donne aujourd'hui, je dirais pas des mauvaises surprises, mais on se dit, ah bah tiens, cette variable-là sur le lieu d'habitation, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et puis en fait, on démarre souvent en ayant l'impression qu'en enlevant des variables, d'un seul coup, la qualité du travail va s'effondrer. Et la réalité, c'est pas du tout le cas. Voilà, on a fait des modifications et on a vu que la performance était modifiée, vous voyez, de moins de 1% et qu'on pouvait vivre très très bien avec ça et qu'on était même, je vais vous dire, beaucoup plus à l'aise. Effectivement, c'est un message important. Je voudrais terminer par deux questions qui sont des questions un peu transversales, donc je vais vous les poser, Kevin. La première, c'est la question à $1 million, qui est le time to market moyen d'une opération data. Et la seconde, qui est comment est-ce qu'on peut gérer la data dans des groupes hétérogènes, en termes hétérogènes en activité, en système, en taille, etc. C'est une question qui se pose évidemment dans les grandes entreprises. Quelles sont ici les meilleures pratiques?
Alors, time to market moyen, c'est une question extrêmement compliquée. C'est pour ça que je disais que c'était la question à 1 million. Oui. Je ne sais pas comment on peut répondre à une question comme ça. Est-ce qu'on peut répondre à une question Il comme n'y a ça? pas de moyenne. Mais surtout, des fois, ça ne se termine jamais. L'idée, c'est que ça soit pérenne, en fait. Je pense qu'il y a des étapes par lesquelles il faut passer. On sait qu'il y a, on est capable de déterminer des abacs, on est capable de grossièrement estimer combien de temps on va prendre un projet, on est capable de prendre du recul du coup sur si on a envie d'y aller ou pas, et on doit être capable à un moment donné de dire, de mettre en pause, de dire stop et de dire qu'on va se satisfaire de ce qu'on a atteint. D'autant plus quand on travaille dans des méthodes itératives, agiles, peu importe comment on les appelle, où on sait qu'on va voilà, y aller progressivement, pas à pas, apprendre et nous améliorer en continu. Pour répondre à la deuxième question, donc je ne sais pas si c'était satisfaisant pour la première, mais j'aurais du mal à aller plus loin. Par C'est contre, un peu ce qu'on a dit avant, c'est que c'est toujours long, mais ça va plus vite de ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà, ça prend du temps parce que c'est un changement, hein, c'est fondamental, il faut beaucoup de choses, mais une fois qu'on s'est mis en mouvement, ça s'accélère. Ça s'accélère plus rapidement de ce qu'on aurait cru. Mais la découverte se fait en chemin, donc c'est difficile de savoir combien le chemin va durer. Les 6 premiers mois, la première année, sont difficiles. Chaque organisation va apprendre sur ces sujets, vraiment. Et c'est normal en fait, vraiment, et tout le monde est passé par là. Et c'est pour ça qu'il y a ce illusion dans le titre de ce webinaire. Finalement, c'est ça qu'il y a derrière, c'est qu'on va apprendre, chuter un peu, et voilà, et puis faire mieux la prochaine fois. C'est juste ça le sujet, c'est faire de l'amélioration continue en permanence, et effectivement essayer d'apprendre des erreurs qu'ont fait les autres avant pour essayer de gagner un peu de temps. Sur la question de l'hétérogénéité. Sur la question de l'hétérogénéité, en fait, la question va être, est-ce que vous avez des cas d'usage qui mériteraient ou pas de croiser des données venant de plusieurs de vos entités hétérogènes? Après, donc là, auquel cas, vous allez du coup faire en sorte de délivrer ces cas d'usage et mettre en branle une organisation du coup un peu plus étendue que juste une entité qui travaillerait sur un type de produit particulier, sur un secteur particulier. Par contre, le sujet reste que, à un moment donné, c'est important d'essayer de rationaliser, c'est important d'avoir des standards à un niveau étendu, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, il vous faut des compétences internes, qu'on sait que les projets data mettent en branle effectivement des profils extrêmement différents, depuis le data product owner ou le data business analyst jusqu'au DevOps, qui va faire en sorte qu'à la fin, tout ça soit fait efficacement et que ça tourne efficacement, que ce soit industrialisé comme il faut. Donc, le sujet va être comment vous créez de la perméabilité finalement de votre organisation et comment vous faites en sorte, même si on parle de sujets très différents, qu'à un moment donné, des ressources puissent passer d'un sujet à l'autre. Et donc, pour ça veut dire qu'il faut partager des standards, qu'il faut travailler potentiellement sur les mêmes technologies. Donc, vous avez quand même un sujet de centralisation, même dans des groupes qui font des choses très hétérogènes. Parce qu'à la fin, les data guys, il y en a une grande partie qui, en fait, sont presque interchangeables. On va juste répondre à des questions métiers qui n'ont rien à voir, mais si vous avez la personne côté métier qui maîtrise le sujet, en réalité, vous allez vous appuyer sur elle, et ensuite, vous allez passer à quelque chose qui n'a rien à voir. Il faudra juste qu'effectivement, vous ayez quelqu'un qui soit spécialiste de ce métier. C'est ça le sujet. Et après, toute la batterie de gens, data analyst, data scientist, voilà, qu'on va mettre en branle, data engineer, DevOps, etc. Ceux-là, ce qui est important, c'est qu'ils partagent des référentiels communs. C'est qu'ils travaillent sur les mêmes outils et c'est qu'ils soient capables de se parler aussi technologiquement parlant. Bien, on va terminer sur ce message qui me paraît effectivement un message important et il ne me reste qu'à vous remercier tous les quatre pour vos témoignages, vos interventions, vos histoires et aussi les doutes que vous avez exprimés parfois. Merci beaucoup. Merci. Troisième temps de ce webinaire maintenant avec Florence Sardas. Florence, vous êtes associée, responsable risque, assurance et compliance France chez Mazars. Vous avez vu l'étude, vous avez écouté nos intervenants d'entreprise avec leurs différents points de vue, leurs convergences aussi. Vous êtes en contact quotidien avec d'autres entreprises encore. Et dans cette nouvelle étape de la donnée, il y a 3 points qui vous frappent, 3 pistes essentielles pour réussir. Certains l'ont évoqué, mais vous allez insister à votre manière. Et la première, elle est inspirée de la
pub, ou plutôt d'un grand publicitaire. Dans sa carte de vœux, c'est encore d'actualité. C'était une carte de vœux de 2016, mais le message porte encore. C'était Maurice Lévy, quand il dirigeait Publicis, qui avait dit « Nos solos, nos silos ». Oui, je crois que ça sera mieux. Je retente. Oui, c'est bon. Alors, en effet, j'ai emprunté cette citation à Maurice Lévy, nos solos, nos silos, parce que je pense qu'elle s'applique particulièrement bien au projet de transformation data dont on a parlé au cours de cette matinée. Aujourd'hui, on le voit et on en a parlé, il y a une vraie émergence de beaucoup d'initiatives data et partout dans les organisations. On voit des directions financières mettre en place des dashboards de business intelligence. On voit les RH, Rim l'évoquait tout à l'heure, s'équiper de solutions pour permettre aux collaborateurs de s'emparer de sa donnée. On voit les directions d'audit mettre en place des solutions de process mining. On voit l'IT de son côté qui s'équipe aussi de nouvelles technologies parce qu'ils sont très approchés par tous les éditeurs dits de traitement de la donnée, de big data. Sauf que rarement, on voit les leviers de performance réellement se mettre en place et on ne voit pas tant que ça de business model réellement se transformer et aller au bout de cette transformation data, ou en tout cas, ce n'est pas aussi rapide que ce qu'on pourrait espérer. Et en fait, la data, à l'image de l'ensemble de la technologie, c'est encore très souvent perçu comme un centre de coût, un centre d'investissement. Et on a parlé ROI ce matin et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a effectivement des initiatives qui permettent le ROI rapide, mais trop souvent, c'est un ROI qui va se jouer plus tard dans la chaîne de valeur. On parle, et je trouve ça assez intéressant, il y a aussi le concept de ROII, qui est le Return on Investment and Innovation. Ces initiatives et ces investissements contribuent de façon générale, avant de ramener du profit, à transformer, à alimenter la culture de la transformation et de l'innovation dans l'organisation. Alors on a cette expectation gap entre toutes ces initiatives et ce qu'elles ramènent vraiment à l'organisation en termes de profit. Pourquoi ? En fait, parce que c'est rarement coordonné. C'est-à-dire que souvent, c'est en silo. Chaque direction métier va mettre en place une initiative de traitement de la data de son côté, l'IT de son côté, et on n'a pas cet effet de synergie qui pourrait réellement permettre de tirer profit de la puissance de la data. Et donc, au final, on a cet écart entre les objectifs stratégiques de l'organisation et toutes ces initiatives data qui fleurissent de part et d'autre dans l'entreprise. Chacun, finalement, si je reprends la métaphore sportive, chacun est dans son couloir de nage. Et ça n'amène pas à une mutation profonde de l'organisation et à une mutation profonde du business model de l'entreprise. Alors, comment faire pour changer ça et pour sortir de cette logique de solo et de silo ? Il faut en fait passer de la logique de projet data à la logique de programme data. Alors pourquoi je fais cette distinction ? La logique de projet data, finalement, c'est la multiplication de ces initiatives. Chacun monte son projet dans sa direction métier. La logique de programme data, c'est l'ambition d'une organisation dans son ensemble qui, en face de ses objectifs stratégiques, va mettre en œuvre des moyens data pour y parvenir, pour accélérer la croissance, comme on l'évoquait en introduction dans l'étude, par exemple. Ça va nécessiter, et on l'a évoqué, c'est une question de Frédéric dans le chat de questions sur le sponsorship. Où doit se situer le sponsorship de ce type d'ambition ? Ben évidemment, dès lors qu'on parle d'un programme de transformation de l'organisation, ça veut dire que le sponsorship doit se faire au plus haut niveau de l'entreprise. C'est bien au niveau des dirigeants, au niveau des directions générales, qu'on doit avoir cette vision de comment je vais transformer mon organisation grâce à la data, comment je vais tirer pleinement profit de la puissance de la data pour répondre à mes plans stratégiques, à mon ambition stratégique sur le marché. Alors ça pose une question qui est, mais ces dirigeants sont-ils aujourd'hui bien formés à ces enjeux data ? Parce qu'on en parle beaucoup, ça buzz beaucoup, il y a beaucoup de buzzwords très à la mode. Juste un témoignage là-dessus. J'entendais la semaine dernière le CDO d'une très grande entreprise de transport qui disait finalement, dans les métiers, ils sont plus conscients de la data qu'à la tête de l'entreprise. Exactement, et c'est ça qui crée ce décalage entre l'ambition stratégique de l'entreprise, ce qu'elle en attend, et ce qui se passe vraiment avec des initiatives silotées de chacun dans son couloir de nage. Et donc ça nécessite d'avoir des programmes de formation spécifiques
pour le top management des organisations, pour qu'ils soient à l'aise avec ces notions de data et qu'au-delà des mots, des termes génériques très galvaudés, ils arrivent à en faire un réel programme stratégique. Et donc ce sont vraiment des programmes qui visent la gouvernance des organisations pour faire de la data une réalité, pour que tout le monde puisse en tirer pleinement profit. C'est uniquement ce levier-là qui permettra en fait de casser les silos et de passer d'une multiplication d'initiatives data dans l'organisation à véritablement des organisations data-centriques, data-oriented et autres. Donc, deuxième clé de la réussite, on a parlé de rapidité, on a parlé de vitesse, mais il y a aussi parfois de la précipitation et il ne faut surtout pas prendre l'un pour l'autre. Alors exactement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ce matin, on a beaucoup parlé de ces enjeux de temporalité. Oui. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est pas rapide? Combien de temps il faut pour le time to market? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accélérer. C'était la question que posait Yann aussi dans le chat de questions sur est-ce qu'on peut le faire en Big Bang? Ou finalement, est-ce que c'est un temps plus long qui est nécessaire pour ce type de mutation? Aujourd'hui, oui, c'est la course à la data. C'est la ruée vers ce nouvel or noir pour toutes les organisations. On veut pouvoir dire, chez nous, on fait de la data. Et on l'a vu, Nicolas l'exposait dans l'étude, la plupart des organisations ne sont pas aussi matures qu'elles le pensent, parce que peu ont réellement accéléré leur croissance grâce à la data. Beaucoup ont mis en œuvre des choses, mais ça n'a pas généré cette mutation profonde de l'organisation. Sauf pour les entreprises qui étaient nativement data-centriques ou qui avaient cette culture data déjà dans leur gène dès l'origine de l'organisation. On a vu émerger ces acteurs, dits les acteurs du numérique, les acteurs du digital, qui sont réellement data, c'est les Netflix, les Amazon qui en ont fait leur business. Eux ont cette croissance accélérée. Et donc, l'ambition data, elle s'est généralisée pour tous. C'est trop tentant. On a envie de vivre la même aventure de croissance et c'est normal. Et donc, c'est cette acquisition de solutions, parce qu'en plus, il y a beaucoup de solutions qui sont sorties sur le marché. Donc, il y a ce florilège, cette multitude de possibilités sur le marché aujourd'hui. Donc, on a acquis beaucoup de solutions, des solutions de BI, des solutions d'analytics, des solutions d'intelligence artificielle, et trop souvent en négligeant la question centrale du besoin métier, du besoin réel. Et je pense que nos intervenants tout à l'heure l'ont très bien exposé pour dire que c'est très différent de dire « je fais de la data » versus « j'ai identifié un cas d'usage métier ». Je suis allée chercher les bons ingrédients, pour reprendre l'analogie à la recette, les bons ingrédients et les bons ustensiles pour pouvoir répondre à ce cas d'usage métier et du coup en faire un levier de performance. Alors comment on s'y prend ? Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est faire les choses dans l'ordre. Ça nécessite un peu de patience, donc c'est souvent un peu frustrant, mais en fait ça nécessite de faire les choses dans l'ordre pour mettre en place les bonnes pratiques élémentaires. Alors je dis élémentaires et pour autant elles peuvent être très complexes, mais elles sont effectivement fondatrices. Ça va être tout le travail préparatoire, l'accès à la donnée. On a parlé des systèmes hétérogènes. Bien sûr que dans un système hétérogène, récupérer la bonne donnée pour mon cas d'usage, c'est un enjeu, c'est un challenge. Pour autant, comme le disait Rim, récupérer la seule donnée dont j'ai réellement besoin, puisque j'ai ces enjeux d'éthique, de sécurité, de cette masse de données que je vais processer. C'est aussi la mettre en qualité, puisqu'effectivement, on a un besoin d'exigence minimale de qualité de la donnée que je vais traiter pour réussir à avoir des résultats probants. Et ça, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent négligé et on se dit, c'est bon, la donnée, je l'ai. Alors, je l'ai, mais en fait, où est-elle? Est-ce que je sais vraiment où elle se situe? Et est-ce qu'elle est vraiment de qualité suffisante pour que je puisse en faire un levier de croissance, de performance, d'efficacité? Ça nécessite aussi de se concentrer sur les cas d'usage métier. Donc il y a la partie préparatoire et il y a la partie métier. C'est par là que tout doit commencer. Ça nécessite, pour réussir à faire tout ça, la conduite du changement. Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est être très conscient de à quel point cette transformation data est un bouleversement dans les organisations et doit embarquer tous les niveaux de l'entreprise. On y revient. Et donc ça, c'est un réel programme de gouvernance et de conduite du changement qui s'impose pour que tout le monde soit embarqué dans la même dynamique. Si on veut concrétiser ça, finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un schéma directeur data comme on a un schéma directeur pour tous les autres pans stratégiques de l'organisation aujourd'hui. On a un schéma directeur finance, on a un schéma directeur IT, on a un schéma directeur sur toutes les autres fonctions.
pourquoi pas mettre un schéma directeur data pour réellement cristalliser les enjeux data et comment ils vont répondre aux enjeux stratégiques de l'organisation. Et effectivement, comme vous le disiez, embarquer tout le monde à tous les niveaux de l'entreprise. Alors la troisième clé, elle est peut-être moins évidente, c'est ce que vous appelez le data by design. On connaît le privacy by design, qui est le respect de la vie privée dès la conception des outils numériques, qui est une exigence forte du RGPD, le règlement général sur la protection des données. Et pour vous, il faut aller vers le data by design, par analogie, c'est-à-dire intégrer les données, leur rapport en amont, dès la définition de la stratégie. Mais c'est dans la lignée de ce que vous venez de nous dire. Alors exactement, c'est un concept qui n'existe pas encore. En effet, c'est une analogie vraiment au privacy by design du traitement, enfin de la RGPD. Avant, la question se posait de se dire, est-ce qu'on est plutôt data-driven ou data-centric? Data-driven, c'est j'ai construit mon organisation sur l'exploitation de la data. C'est mon business, mon modèle, il repose sur l'exploitation de la data. Data-centric, ça permettait à d'autres organisations de prendre conscience que la data était un asset, et ce, dans tous les métiers de l'organisation, et que c'était un patrimoine qui pouvait être intéressant et déclencher justement de nouvelles opportunités dans l'écosystème dans lequel j'opère. Aujourd'hui, effectivement, je pense que la question, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être data by design, c'est-à-dire mettre réellement la data au service des enjeux métiers. C'est identifier dès l'amorce des plans stratégiques comment je vais tirer pleinement profit de la puissance de la data pour servir mon objectif stratégique. On l'a vu, on a parlé tout à l'heure de l'émergence des nouveaux jobs autour de la data, et notamment, par exemple, du Chief Data Officer. On se rend compte, et alors elle l'illustrait très bien tout à l'heure, que les Chief Data Officer dans les organisations, on en avait une ici qui était issue du monde de l'IT, et l'autre qui était issue d'un monde plus business et plus gestion des risques. Aujourd'hui, les profils des Chief Data Officer, en effet, sont très variés, et c'est ça qui fait la richesse, c'est-à-dire qu'on a des Chief Data Officer qui sont issus de l'IT, qui sont issus des métiers, qui sont issus de la gestion des risques, parce que justement, il y a cette prise de conscience progressive que la data doit être adressée et traitée, incarnée par des profils qui sont avant tout orientés sur le business, sur le métier et sur le plan stratégique de l'organisation. Ce n'est pas complètement anodin quand tout à l'heure, on a parlé de comment la data pouvait aussi traiter des enjeux ESG des organisations. On sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Oui, sur ce thème-là aussi, finalement, si on se dit « j'ai l'ambition stratégique relative à l'ESG », comment la data va m'aider à accélérer ma transition, à analyser ma situation, à améliorer ma façon de rendre compte à mes parties prenantes sur ce sujet. Et en fait, sur tous les plans stratégiques, dans la définition des plans stratégiques des organisations, il faut aujourd'hui inclure dès l'amorce l'enjeu data pour le positionner au bon niveau et pour avoir réellement une stratégie data by design. Merci Florence pour ces perspectives et on voit bien à quel point ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'on dit les uns et les autres en allant plus loin. Avant de clore ces échanges, je voudrais redonner l'occasion à l'assistance de poser 2 ou 3 questions. Je demande donc à Nicolas Querel de nous rejoindre sur scène. Alors il y a une question très compliquée pour vous, Nicolas, c'est où est-ce qu'on trouve cette analyse, cette étude que vous avez présentée? Voilà. Il suffit d'allumer le micro, c'est plus simple. Donc pour trouver cette étude, vous pouvez la télécharger sur le site Mazars. Donc, ou alors vous pouvez la retrouver à partir de LinkedIn. Donc aujourd'hui, elle est en anglais. Et d'ici la fin de semaine, elle devrait être disponible en français. Et par ailleurs, cette étude va faire l'objet de spin-off, donc avec une étude autour de ces enjeux data en France et puis sur certains secteurs d'activité. À quel horizon? D'ici le printemps. D'accord. Donc vous avez répondu au passage à différentes questions. Il y avait une question sur les ressources humaines qui revenait encore et toujours. Quels sont les postes clés dont se dotent les entreprises en croissance pour travailler la data? Objectif marketing, mais pas uniquement. Donc est-ce que c'est quelque chose? Alors, oui, en effet, c'est une très bonne question de comment je m'équipe des bonnes ressources et des bonnes compétences pour cette transformation data, et ce, sur toutes les sphères de l'entreprise.
On a parlé de la fonction qui l'incarne, qui peut être le Chief Data Officer et les termes similaires. Mais surtout, ce dont on a besoin, tout à l'heure, le terme data analyst. Moi, j'aime bien le terme de business analyst. On pourrait en faire une combinaison, sûrement, business data analyst, qui sont ces gens qui ont à la fois une connaissance fine des processus métiers, de comment exercer ce métier aujourd'hui, et qui ont cette appétence pour la data et les leviers d'efficacité apportés par la technologie. Je pense que c'est ces profils-là qu'il faut réussir à identifier, souvent qui existent déjà dans les organisations, mais qu'il faut former pour qu'ils puissent endosser cette nouvelle, ce nouveau super pouvoir qui est de réussir à voir le potentiel de la data par rapport à leur métier. Et en fait, c'est ça qui va permettre non seulement de transformer les métiers et les savoir-faire, le comment je fais mon job au quotidien et je le change par la data, mais aussi de transformer mes services et mes produits grâce à ça. Et enfin, quand j'aurai atteint le niveau de maturité le plus haut, de faire émerger même de nouvelles offres de services et de nouveaux produits grâce à la data. Mais ça nécessite de trouver ces profils qui connaissent très bien le métier et qui ont cette capacité à muter pour acquérir la compétence data en sus. Et je rajouterais juste une petite chose, c'est, vous avez compris, la gouvernance des données, c'est aussi notre marotte. Et donc, on a besoin de data stewards, en fait, des personnes qui vont gérer ces projets de mise en œuvre de la gouvernance des données. Ce sont des personnes qui seront dépositaires de la bonne gouvernance des données au sein de l'organisation. Et donc, on peut avoir ces data stewards dans les départements marketing et puis dans d'autres départements. Alors, il y a une question qui fait écho à ce que vous disiez, Florence, sur nos solos, nos silos. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter que chaque ligne métier crée chacune son tableau de bord dans son coin? Alors en fait, moi j'aime bien quand chacun crée son tableau de bord dans son coin. Ça veut dire que chacun s'empare de l'outil. Voilà. Alors pour autant, pour les Mazariens qui écouteraient, non, pas du tout. Non, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois il faut qu'on ait ce foisonnement d'initiatives data partout, mais encore une fois qu'on arrive à le coordonner. Donc il s'agit d'émettre un cadre, de diffuser un cadre dans l'organisation, et en même temps d'encourager à ce que oui, ça parte un petit peu dans tous les sens, parce que c'est ça qui va faire émerger les cas d'usage. C'est pas si facile de dire à quelqu'un, d'avoir cette injonction très paradoxale, innove et transforme ta façon de faire ton travail. Ben non, je sais pas faire. Donc il faut réussir à fournir des outils, des pistes, à accompagner en formant pour essayer de faire émerger ces cas d'usage et cette capacité à transformer sa propre réalité, pour permettre à chacun, dans un temps 1, oui, de partir un petit peu, peut-être dans tous les sens, et que chacun construise son dashboard, et ensuite d'aller collecter ces prototypes pour atteindre la scalability qu'on évoquait tout à l'heure, et essayer de généraliser et de passer à l'échelle. Mais il faut passer par cette étape où on arrive à encourager et à faire foisonner pour derrière tirer des cas d'usage qui bénéficient à tous. Dernière question, qui est concernant la gouvernance, un sujet qui a beaucoup tourné dans toute cette rencontre. Est-ce que c'est un retour en force du knowledge management dans l'entreprise? Alors, le retour en force, je pense qu'il n'est jamais vraiment parti. Par contre, est-ce qu'il a déjà vraiment... L'accentuation, on peut reposer la question autrement. C'est sûrement une transformation du knowledge management dans l'entreprise. C'est effectivement l'entreprise qui se redécouvre à travers la data. Ça, c'est vrai. Le knowledge management, par le passé, c'était très, je vais dire, documentaire, au risque de caricaturer un peu. Aujourd'hui, la data offre une merveilleuse opportunité pour les organisations de se redécouvrir et de redécouvrir leurs processus et leurs objectifs stratégiques, j'y reviens, à la lumière de ce nouveau super pouvoir qui leur est mis à disposition. Encore faut-il effectivement qu'ils aillent dans l'ordre, qu'ils soient patients pour réussir à en tirer profit. Mais oui, je pense que c'est une nouvelle grille de lecture des activités de l'entreprise. Et puis, je rajouterais juste que, en fait, pour avoir une bonne utilisation de cette donnée, et ces éléments ont été abordés, cet élément a été abordé largement au cours des discussions, il faut qu'on connaisse cette donnée. Et donc, gestion de la connaissance de cette donnée, la cartographier, la propager au sein de l'entreprise, que tout le monde ait cette connaissance, que les utilisateurs sachent d'où vient la donnée, comment elle a été créée, est-ce qu'elle est en qualité, c'est excessivement important. Donc effectivement, le knowledge management ne risque pas de partir. Bien, merci à vous deux, merci à vous tous qui nous avez regardés. Cette rencontre s'achève maintenant. Vous
Vous avez compris évidemment qu'il faut avancer sur ce chemin de la donnée, mais en gardant les yeux ouverts, sans vous précipiter, parce que quand on se précipite, on tombe, mais en gardant les yeux ouverts, parce que sur ce chemin, il y a des choses à découvrir qui vous permettront d'aller plus loin et peut-être plus vite. La donnée change, elle est aussi un levier de changement majeur. Ça va très vite, donc encore une fois, sans se précipiter. Il faudra donc se revoir pour en parler, mais en attendant, bonne journée à toutes et à tous.